La ville de Billère va éteindre l'éclairage public de minuit à 5 h du matin. Pourquoi avoir pris cette décision ? Eh bien, parce que l'éclairage public nocturne, comme beaucoup d'autres communes, nous l'avons constaté aussi, n'est pas une nécessité absolue. Et d'autre part, intervient dans un dysfonctionnement de la biodiversité au niveau de la faune sauvage et de la flore. Il est urgent d'agir, vous le savez. Le dernier rapport du GIEC dont tout le monde parle nous l'a dit, mais il y a aussi une plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques qui nous engage et qui nous prévient qu'aujourd'hui, presque 2 millions d'espèces sont menacées d'extinction. Et au niveau régional, le réseau de scientifiques pour la biodiversité et les services écosystémiques créé en 2019, Biosénat, nous engage citoyens et citoyennes, entreprises, agriculteurs, associations, collectivités locales à agir le plus possible, seuls ou collectivement, de façon à engager des actions qui soient efficaces pour protéger, restaurer les écosystèmes riches en carbone. C'est une priorité absolue. La ville de Billère s'engage dans ce sens. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Gérard Chausset, adjoint au maire à l'espace public de la ville de Mérignac. Et je viens vous faire un petit propos sur l'extinction de l'éclairage public que nous avons engagé à Mérignac. Nous avons été une des première grande ville à le faire, ceci en 2017, à l'automne 2017. Donc avant de se lancer dans cette opération, donc on a bien sûr débattu, on a regardé les effets désirables et indésirables qu'il pouvait s'en suivre, et donc il y a plusieurs éléments lorsque l'on veut éteindre l'éclairage public auxquels il faut faire attention. Et il y a bien sûr les économies que l'on va réaliser. C'est une chose, les économies financières, mais également les économies de kilowatts, l'impact sur l'écologie, notamment la biodiversité, et puis aussi les émissions de CO2, notamment par rapport à cette mesure. Et puis il y a un élément aussi qui est important, c'est le sentiment de sécurité que procure l'éclairage public. Donc on a regardé tous ces éléments et on a pris la décision, le conseil municipal et son maire Alain Anziani a pris la décision de faire une extinction totale de l'éclairage public à partir de 1h30 le matin jusqu'à 5h le matin. Donc on a décidé de la stratégie du blackout, c'est-à-dire plus rien, sauf sur 2-3 points, notamment la place Charles de Gaulle et 2 ou 3 points où on a de la vidéosurveillance. On a choisi l'horaire de 1h30 et 5h du matin, ceci en lien avec le transport en commun, c'est-à-dire notamment l'arrêt du tramway qui est en général vers 1h du matin, et on a laissé un temps, une demi-heure, pour que les personnes puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Donc entre 1h30 et 5h du matin, il n'y a plus d'éclairage public à Mérignac, qui est une ville de 70 000 habitants, et il y a encore quelques temps, nous étions la ville la plus importante de France à avoir éteint l'éclairage public, ceci en même temps que Pessac, qui l'avait fait aussi quelques semaines avant nous. Les conséquences de cette extinction, eh bien, elles sont plutôt positives. Nous avons eu, bien sûr, quelques remarques d'habitants qui étaient pas d'accord pour diverses raisons, ce qui est normal, il y a toujours des remarques. Nous avons eu aussi des remarques positives d'autres personnes qui trouvaient que c'était une bonne initiative. Alors les conséquences, eh bien, d'abord, elles sont financières, puisque nous payons 250 000 € de moins en 2021 par rapport à 2017, nous sommes passés de un peu plus de 850 000 € à 550 000 € en facture d'électricité, donc c'est une économie importante. Et si nous n'avions rien fait, eh bien nous paierions aujourd'hui plus de 500 000 € en plus.
Alors nous n'avons pas fait d'ailleurs que l'extinction de l'éclairage public, nous avons également fait une politique d'investissement très importante sur l'éclairage public, le changement des LED, du relampage et de la maintenance préventive. Donc ce n'est pas uniquement éteindre l'éclairage public, il faut aussi qu'il y ait un tout. Donc ça c'est vraiment quelque chose de sonnant et trébuchant pour les finances publiques. Et donc avec cet argent, eh bien évidemment, on peut faire autre chose. Et les communes qui passeront à l'extinction de l'éclairage public auront des économies qui pourront bien sûr verser sur d'autres services ou d'autres projets. Donc ça c'est important. Nous avons bien sûr diminué la consommation de kilowatts, quasiment par 2 sur l'éclairage public, et nous avons diminué aussi les émissions de CO2. Et puis après, le dernier élément qui est peut-être le plus important lorsque l'on veut passer à l'extinction de l'éclairage public, c'est celui de la sécurité. Alors, l'éclairage public provoque un sentiment de sécurité, et si on l'éteint, ça peut bien sûr provoquer l'effet inverse, c'est-à-dire ce sentiment d'insécurité. On a là bien sûr eu quelques remarques par rapport aux gens qui rentrent le soir, dans la nuit, qui peuvent se sentir dans l'insécurité, mais en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui affirmer, ou en tout cas il n'y a pas d'éléments comme quoi depuis qu'il y a l'extinction de l'éclairage public, il y aurait plus d'infractions, plus de vols, plus d'incivilité que lorsqu'il y a l'éclairage public. On n'a aucun élément tangible, et d'ailleurs même, d'après les éléments qu'on nous fournit, la plupart des cambriolages notamment sont plutôt effectués la journée que la nuit. Donc le bilan de l'opération, c'est des économies financières très importantes, un bienfait pour l'écologie, pour la biodiversité a priori, et pas de nuisances supplémentaires liées à la sécurité. Donc le plus simple, ça a été une extinction totale à part 2-3 points, et donc avec une économie vraiment conséquente. Et aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas dire qu'on a beaucoup de réclamations pour revenir en arrière, et donc pour vous dire que notre témoignage, il est là pour inciter toutes les villes qui ont envie d'y passer, des villes ou des petites villes ou des villages, que l'extinction de l'éclairage public, c'est une bonne chose, en tout cas pour la ville, les finances et la santé de notre environnement. Je vous remercie. Vitrines, éclairage de rue, enseignes lumineuses, parcs de stationnement, terrains de sport. Toutes ces sources d'éclairage artificiel la nuit vont générer une pollution lumineuse. Toute cette pollution lumineuse, elle a un effet sur la biodiversité, sur la faune et la flore. Déjà, ce qu'on peut dire en introduction, c'est que c'est pas depuis peu que l'on sait qu'il y a des impacts. Il y a des publications qui montrent des effets sur la faune depuis plus d'un siècle. Dès les années 1900, il y a des travaux qui montrent que, par exemple, les oiseaux sont retrouvés morts au pied des tours éclairées parce que quand ils font une migration, ils rentrent en collision avec les tours. Et donc on a des preuves de ce phénomène depuis les années 1915-1920. Chez la flore aussi, l'un des impacts qu'on peut retrouver, c'est le retard dans la tombée des feuilles, par exemple, pour les arbres qui sont éclairés, notamment en ville. Là, il y a une publication qui date des années 1930 aussi là-dessus. Donc, déjà, un premier point, c'est que la connaissance, elle est ancienne sur ce sujet. Alors, au départ, c'était uniquement des travaux naturalistes, on va dire, des constats qui faisaient l'observation d'effets de la lumière artificielle sur la faune et la flore. Et ensuite, il a fallu attendre effectivement, par contre, les années peut-être 80, avant que vraiment la recherche en écologie s'empare de ce sujet pour faire véritablement des expériences avec du coup des publications démonstratives. Mais maintenant, aujourd'hui, on a un corpus de littérature scientifique qui est extrêmement abondant et qui montre des effets sur tous les groupes biologiques, dans tous les milieux et à tous les niveaux en fait, de la biodiversité, à la fois au niveau des individus, au niveau des populations, des écosystèmes, des relations entre les espèces, à l'échelle du paysage, etc. Là, depuis, la connaissance scientifique a augmenté, la société aussi a mûri, les acteurs ont vraiment pris conscience de la nécessité d'agir sur la pollution lumineuse, et donc on voit émerger ce concept de trame noire, qui est une réelle déclinaison en fait, de la trame verte et bleue pour prendre en compte la pollution lumineuse, et donc arriver en fait, à constituer un réseau écologique de réservoirs de biodiversité et de corridors qui soient propices à la vie nocturne, c'est-à-dire qui prennent en compte un certain niveau d'obscurité qui est nécessaire à la faune et à la flore.
On en est vraiment au début par rapport à cette notion de trame noire. Il y a quelques projets seulement qui ont été initiés. C'est vraiment quelque chose qui part des territoires, puisqu'en fait les porteurs de projets sont par exemple des bureaux d'études qui développent des compétences en recherche et développement sur cet aspect de trame noire, ou des espaces naturels aussi dont les gestionnaires veulent mettre en place des trames noires. Par exemple, on peut citer un projet qui a été mené dans le parc national des Pyrénées, donc par le parc national lui-même, avec comme maître d'œuvre un bureau d'études qui s'appelle Dark Skylab, d'identifier donc une trame sombre, c'est-à-dire un réseau écologique, comme je l'expliquais, qui prennent en compte l'obscurité sur le territoire du parc national. Donc là, on est dans un contexte qui est relativement préservé, un parc national, mais on a quand même effectivement des effets très négatifs des métropoles qu'il peut y avoir autour, par exemple Pau, etc., qui effectivement vont engendrer des impacts, y compris dans des territoires très préservés comme le parc national des Pyrénées. Ensuite, on a un autre projet qui est lui dans un contexte beaucoup plus urbain, qui a été mené par le bureau d'études Biotope sur la métropole européenne de Lille. Donc voilà, on a deux projets qui maintenant sont aboutis et qui font en quelque sorte un retour d'expérience pour de nouveaux acteurs qui vont maintenant se lancer, puisque de nombreux parcs naturels régionaux, par exemple, souhaitent initier un programme de trame noire, ou de nombreuses collectivités aussi commencent à mettre ce sujet dans leur cahier des charges. La trame noire, en fait, l'idée c'est de préserver l'existant, c'est-à-dire qu'on va faire par exemple de la modélisation pour identifier les zones qui sont encore propices à la vie nocturne et notamment qui ont un niveau d'obscurité suffisant. Donc l'idée c'est de figer quelque part les zones qui sont pour l'instant encore suffisamment noires, parce qu'on sait que, comme on l'a vu tout à l'heure, cette pollution lumineuse, elle augmente à l'échelle mondiale, et y compris en France. Donc il y a un vrai enjeu à préserver les zones de noir pour éviter qu'elles soient dégradées dans les années qui viennent. Ensuite, il y a un véritable enjeu aussi de restaurer du noir, en fait, d'augmenter petit à petit cette trame noire. Et donc pour ça, on peut faire appel à toutes les mesures génériques qu'on connaît de gestion de l'éclairage artificiel la nuit, donc à la fois dans le temps, dans l'espace, ou dans les choix des lampes, des sources lumineuses. Si on prend par exemple l'axe temporel, effectivement, on peut ajuster au plus près des besoins l'éclairage nocturne en choisissant donc les horaires d'allumage et d'extinction, et éventuellement aussi en occasionnant une coupure de l'éclairage en cœur de nuit quand les besoins sont quasi nuls. Donc il y a plusieurs milliers de communes en France qui pratiquent cette extinction, qui n'est pas forcément sur toute la commune, pas forcément tous les jours de l'année, mais globalement dans les petites et moyennes communes, c'est une pratique qui se fait beaucoup. Entre minuit et 4 heures du matin par exemple, eh bien, l'éclairage public est coupé parce que les besoins sont quasiment inexistants. Donc ça, c'est le volet déjà temporel, de réduire au maximum la durée d'éclairage. Ensuite, il y a toutes les caractéristiques des lampes, l'orientation, la puissance, le spectre aussi lumineux, c'est-à-dire quelle couleur on a dans la lumière qui est émise. Tous ces choix vont influencer le niveau de pollution lumineuse. Évidemment, l'une des mesures de base, déjà, c'est de ramener la lumière vers le sol, puisque généralement, ce qu'on cherche à éclairer, c'est une chaussée ou un trottoir, donc d'éviter toute la lumière qui part vers le ciel. Et puis également, de choisir des lampes qui sont les plus chaudes possibles, parce qu'on sait que les lumières froides, notamment donc, quand elles sont riches en bleu, ont un effet beaucoup plus fort sur le vivant, parce que le bleu, c'est la lumière qui va, par exemple, attirer beaucoup les insectes. C'est également la lumière qui est responsable de la désynchronisation des horloges biologiques, puisque les êtres vivants, faune et flore, sont régulés par l'alternance jour-nuit. Et donc c'est en particulier la lumière bleue qui va jouer ce rôle de synchronisateur. Alors il faut savoir qu'en France maintenant il y a un arrêté qui existe, qui a été pris donc en décembre 2018 par le ministère de l'écologie, et qui impose maintenant des seuils et des prescriptions techniques pour ces différents paramètres d'éclairage, à la fois l'orientation des lampes, la quantité de lumière qu'on émet dans l'environnement, la température de couleur, c'est-à-dire une mesure qui traduit justement le spectre lumineux, globalement, pour faire simple, ou également les horaires d'extinction des différentes catégories d'usage d'éclairage. Tout ça maintenant est réglementé, et la France est vraiment pionnière sur ce sujet, y compris à l'échelle mondiale, d'avoir un arrêté comme ça qui régularise l'éclairage artificiel la nuit. Il peut y avoir des freins en fait à la mise en œuvre d'une trame noire. On peut lister par exemple des freins sur le plan technique et pratique, parce qu'on est sur un sujet qui est vraiment nouveau, c'est-à-dire que tout est quelque part à inventer, sur le plan de la modélisation, de la capitalisation aussi des données relatives aux points lumineux. On a encore beaucoup de retard comme sur ce sujet-là en France. Mais bon, c'est pas forcément des blocages, c'est simplement le fait que voilà, on est sur un sujet nouveau à défricher, donc il faut aussi du temps que les bureaux d'études, les acteurs, etc. Arrivent à mettre en place des méthodes. Ensuite, il peut y avoir d'autres freins d'ordre plus psychologique par rapport à toute la dimension un peu culturelle qu'il y a autour de la nuit, d'une part, qui est vue comme quelque chose de plutôt négatif, l'obscurité, la peur du noir, etc. d'un côté, et puis d'autre part la lumière,
qu'elle est vue comme un facteur de progrès, quelque chose qui est positif en soi. Et donc on a aussi toute cette dimension-là qui joue et qui peut éventuellement dans certains cas être un frein à la mise en place de mesures par exemple d'extinction ou même de réduction de l'éclairage, parce qu'il y a une appréhension en fait sur le risque que cela peut engendrer en termes d'insécurité des personnes ou des biens ou même d'insécurité routière. Donc là-dessus il y a quand même globalement un flou parce que c'est très difficile d'avoir des chiffres officiels, mais la plupart des témoignages montrent qu'au contraire quand on éteint l'éclairage il y a moins de risques, que ce soit sur la route parce que les gens sont plus attentifs à leur conduite ou également par rapport aux agressions, etc. parce que les agresseurs eux-mêmes ont besoin de lumière, donc il y a moins de risques quand une rue est éteinte par exemple d'avoir un cambriolage la nuit. La majorité des cambriolages se feront alors le jour. Donc c'est une dimension qui est plus de l'ordre de la perception et de l'appréhension, même si il y a forcément des faits réels aussi sur ce sujet. C'est une dimension psychologique qu'il faut pas nier et qu'il faut écouter et travailler pour essayer de dépasser en fait ces blocages.